Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux ce matin ici pour parler de Legacy, un sujet qui me passionne pas mal. Je m'appelle Adrien Joly, je suis coach technique dans une ESN qui s'appelle Shodo, qui est une ESN qui est connue pour son modèle assez progressiste. Je serais ravi d'en parler pour ceux que ça rend curieux. Aujourd'hui, on va parler de décommissionnement progressif de code legacy. En travaillant cette presse avec un ami, il m'a arrêté dès la deuxième slide, il m'a dit ça parle de quoi ta presse? J'ai rien compris au titre. Donc on va vérifier si vous avez compris ce que ça voulait dire et surtout on va vérifier quel est votre niveau d'expérience avec ces sujets. Qui a déjà travaillé ou travaille actuellement sur du code legacy? Ok, donc là ça va, vous savez ce que c'est apparemment en majorité. Et qui fait du décommissionnement? Ok, un petit paquet de personnes. Je vais quand même définir les termes pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ce que j'appelle code legacy, c'est ce qu'on appelle en français du code hérité. Donc c'est en gros vous récupérez le code de quelqu'un d'autre. Et généralement les qualités que ça amène, c'est que vous ne maîtrisez pas ce code. C'est-à-dire que quand vous touchez un truc, vous avez toute la petite sueur qui dit est-ce que j'ai cassé quelque chose? Je suis pas sûr. Le code legacy, vous pouvez l'hériter de vous-même. Moi, ça m'est arrivé. D'ailleurs, ça va être le cas dans ce talk. C'est du code que vous avez écrit il y a longtemps et vous ne savez plus comment il marche et vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire pour pas le péter. Et décommissionnement, ça veut dire qu'en fait, on va mettre à la retraite une partie de ce code. On va s'en débarrasser et on va le remplacer par autre chose. Et je vais vous donner un peu plus de contexte dans les slides à venir. Alors, disclaimer. Ce décommissionnement, il a été fait en conditions réelles, il a été fait en clientèle. Donc c'est vraiment réaliste, c'est pas juste une histoire. La bonne nouvelle, c'est que ce talk, je l'ai refait sur une autre codebase qui, elle, est open source. Donc vous pourrez rejouer les steps chez vous si vous voulez. Et vous pouvez évidemment vous en inspirer pour l'appliquer sur vos propres projets, que ce soit projet personnel ou projet professionnel. Il était une fois un vieux cache, un cache applicatif dont on souhaitait se débarrasser. Ce cache, il était utilisé un peu partout dans la codebase et il s'appelait usernames. C'était un tableau, non, c'était un objet JavaScript qui servait à stocker les noms des utilisateurs d'un système pour éviter d'avoir à chercher dans la base de données à chaque fois qu'on avait besoin de récupérer le nom de cet utilisateur. Le problème, c'est que ce cache, il est utilisé un peu partout dans la codebase. Donc dès qu'on veut envoyer un mail, il faut récupérer les usernames. Dès qu'on veut récupérer les préférences utilisateurs, on récupère username, etc. Donc comment on fait pour supprimer username alors qu'il est utilisé partout dans la codebase? Ils sont tout pétés. Parce qu'évidemment, l'application elle est en prod, on veut surtout pas qu'elle s'arrête de fonctionner alors qu'on veut rembourser la dette technique. Alors on va essayer de voir trois techniques que personnellement je connaissais au moment de faire ce décommissionnement. Comment on peut faire pour supprimer sans rien casser ce fameux cache? Première chose, c'est le remplacer à la source. On pourrait se dire on va le remplacer, on va l'intervertir avec une version qui est plus fonctionnelle. Donc il y a plein de manières de le faire. C'est-à-dire qu'en gros l'objectif ça va être que username il dégage et qu'à la place on mette autre chose. Ça pourrait par exemple être une sorte de proxy qui derrière fait une requête en base de données dans des langages qui vous le permettent. Et donc, toutes les dépendances, toutes les fonctions qui appellent ce cache, elles se brancheraient sur ce qui remplace l'ancien cache, ce qui nous permettrait de supprimer l'ancien cache. Deuxième solution, ce qu'on appelle la défactorisation, c'est qu'au lieu de regrouper, donc d'enlever de la duplication pour mettre au sein d'une fonction, on va faire l'inverse. On prend notre code de cache et on va le copier-coller partout où il est appelé. Comme ça, on peut supprimer le cache. Donc, est-ce que ça résout le problème? Ça, c'est à vous d'en décider. En sachant que de toute façon, vos copier-coller, vous pourrez après les modifier au cas par cas selon le contexte. Mais ça reste une méthode valable si on veut vraiment se débarrasser de ce cache centralisé. Enfin, la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle le strangler pattern, qu'on pourrait traduire d'étranglement, ou enfin j'aime pas trop le mot, mais on va l'appeler comme ça, pour pas mettre trop d'anglais. En fait, le principe de l'étranglement, c'est de dire, en fait, on va y aller vraiment étape par étape, on va y aller appelant par appelant, et on va débrancher chaque appelant un par un, et on va le rebrancher sur une ou plusieurs nouvelles fonctions, qui vont potentiellement exécuter une partie de ce que faisait l'ancienne fonction. Et comme on va y aller progressivement, au bout d'un moment, toutes les dépendances sont branchées sur la nouvelle, ou sur une nouvelle fonction, et le username va enfin s'en débarrasser, sans rien péter. Donc, dans quel cas ça vaut le coup d'utiliser quelle méthode? La première, elle est très bien si votre fonction elle est simple à corriger. Par exemple, si c'est juste un petit bug, vous voulez utiliser une lib externe de le faire vous-même, c'est assez facile a priori d'utiliser la première méthode.
Deuxième méthode, elle est bien si votre fonction elle est correcte, donc vous savez qu'elle marche bien, qu'il n'y a pas de bug, elle est testée, etc. Et qu'elle est légère, parce que vous allez faire des copier-coller. Donc si votre fonction fait 50 lignes, ça va être pénible de la coller partout, et ça va créer de la duplication excessive. Enfin, la dernière, elle est bien pour tous les autres cas. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire la première, vous ne pouvez pas faire la deuxième, ce qui est le cas dans notre code base, et on va devoir s'en remettre à la dernière. Inconvénient de cette méthode-là, c'est que, comme je vous le dis, elle est progressive. C'est-à-dire qu'on va se débrancher appel par appel. Donc ça veut dire que potentiellement, votre refactoring, il ne va pas durer une journée, il va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et si vous travaillez en équipe, le risque, c'est que vous cassiez des trucs, que ça mette d'autres personnes en danger, ou pire, que les autres personnes de l'équipe, elles recréent de la dépendance sur ce que vous êtes en train de décommissionner. Et là, c'est quand même ballot, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. C'est assez absurde. Donc là, prenons ce cas-là, imaginons qu'un développeur qui n'était pas au courant qu'on était en train de se séparer de usernames, il crée une nouvelle feature et il appelle usernames dans sa feature. Bingo, il a fait un copier-coller dans l'ancien code, donc il nous rajoute de la dépendance. Pire encore, imaginons que ce développeur, il rajoute une feature qui appelle la fonction renderUserImage, qui elle-même appelle usernames. Donc là, celle-là, elle est plus sournoise, parce qu'on ne voit pas directement l'appel à la fonction dépréciée. Par contre, on voit un appel indirect à la fonction dépréciée. Donc là, c'est quasiment impossible pour le développeur ou la développeuse de savoir qu'il est en train de créer de la dépendance sur du code qui va disparaître. Ça, c'est une situation vraiment problématique. Donc comment on fait, sachant que ce chantier va durer des semaines ou des mois, pour éviter qu'on accroisse la dépendance sur ce code déprécié qui est mené à disparaître? Alors on pourrait se dire, on n'a qu'à la marquer comme deprecated. On met une annotation, comme ça notre IDE il va nous indiquer à chaque fois qu'on l'appelle que c'est deprecated, donc les développeurs sont avertis. Le problème de ça, comme vous l'avez peut-être compris, c'est que les fonctions qui appellent username, donc par exemple ici getPublicProfile, elles sont pas marquées comme deprecated. En fait, la déprécation, elle se transmet pas dans les fonctions qui appellent la fonction dépréciée. Elle n'est pas transitive en fait. Donc on peut se retrouver dans la situation que je montrais tout à l'heure, où on appelle une fonction qui dépend de celle qu'on veut supprimer. Et on n'est pas averti. Donc ça ne suffit pas. Donc faisons un point de situation. On veut supprimer un cache. Donc ici, ça s'appelle usernames. On pourrait utiliser deprecated. C'est bien pour les appels de premier niveau. Par contre, c'est pas bon pour les appels de second niveau. Donc comment on va faire pour trouver ces références indirectes à ce qu'on veut supprimer, pour que les développeurs soient au courant et qu'ils n'accroissent pas la dépendance à cette fonction à supprimer. Donc là, je vais vous montrer quelques scripts que j'ai développés en clientèle pour nous aider à faire ça. Et après, on verra comment c'est fait, évidemment. Donc, on va avoir un outil qui s'appelle checkrefs. Donc là, on est dans un projet open source qui s'appelle OpenWide, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, parce que j'aime bien en parler en conf, parce qu'il y a beaucoup de choses à retaper dans cette codebase. Donc checkrefs, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vais d'abord vous montrer un peu le code. Checkrefs, il dit qu'on s'attend à avoir un certain nombre de références sur la fonction à supprimer. Et en fait, grosso modo, il va comparer le nombre de références attendues au nombre de références effectivement observées à l'instant T dans la codebase. Si jamais il en trouve plus, il s'arrête avec une erreur et il dit attention, tu as accru la dépendance. Donc arrête-toi tout de suite et retire la dépendance. Et comment il fait pour mesurer ces dépendances? Il va appeler un autre script qui là est écrit en TypeScript, mais qui pourrait s'appliquer dans n'importe quel langage, en vrai. Le même principe s'applique, et qui lui va chercher dans la codebase, on verra plus tard comment il fait ça, il va chercher les dépendances dans la codebase, sur le fameux usernames qu'on veut supprimer. Donc exécutons ce script et regardons ce qui se passe. Donc là on voit que ça évite des appels récursifs, qui est un piège sur ce genre d'analyse, on verra plus tard pourquoi. Et là il nous fait une liste qui ressemble plus ou moins à une hiérarchie, où on voit à chaque fois la mention d'un fichier avec un numéro de ligne, et on voit une fonction qui est référencée par une autre fonction. Et cette autre fonction qui est référencée encore par une autre fonction. Donc en fait, on a recréé un arbre qui permet de voir quelles sont les références, même indirectes, à cette fonction. Si on veut voir vraiment ce qui est plus intéressant, c'est le premier niveau. Donc on va afficher juste les premières références. Les premières références, on voit qu'on a bien username ici, qui est référencé par le getUserPref, ce que j'ai mentionné tout à l'heure sur une slide, et on voit getUserPref référencé encore par un autre, et ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'à la fin, si on fait la somme de toutes ces lignes, on arrive à 1282 références indirectes à ce cache. Donc là, on se rend compte que ça ne va pas être hyper évident de retirer cette fonction.
Avantage d'avoir un script comme ça, c'est que tous les développeurs de l'équipe peuvent l'exécuter en local sur leur poste, donc dès qu'il faut un changement pour s'assurer qu'ils n'ont pas accru la dépendance, mais on peut aussi l'exécuter en CI. Donc là, par exemple, on peut créer un job, là c'est GitHub CI, hein, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel CI. On crée un job qui s'appelle décommission et qui va exécuter notre script. Et sachant que le script, de toute façon, il quitte avec un code d'erreur si jamais les dépendances se sont accrues, bah, ça fera échouer la CI. Donc là c'est pratique parce que ça évite d'avoir à faire la police. Les développeurs ont un feedback assez rapide que potentiellement ils ruinent les efforts du projet de décommissionnement. Revenons à nos moutons. Comment ça marche? Alors ce script, comme vous l'avez compris, il construit un arbre. Il construit un arbre de référence. On pourrait aussi appeler ça un arbre de dépendance. Le but étant de prévenir les développeurs si jamais ils font augmenter les dépendances à cette fonction. Donc là, on a notre username, les appels de premier niveau, appels de second niveau, etc. Comment on fait ça? On utilise un truc magique qui s'appelle l'AST, qui existe dans tous les langages. Il n'y a pas qu'en JavaScript et en TypeScript qu'on peut le faire. Ça s'appelle Abstract Syntax Tree, qu'on pourrait appeler en français un arbre de syntaxe abstraite. Alors là, quand dit comme ça ne nous dit pas grand-chose. Par contre, vous allez voir, les propriétés sont intéressantes. En fait, et je vais vous le montrer par la pratique, un AST, c'est une représentation en graphe de votre code source. Et l'avantage de cette représentation, c'est qu'elle vous permet de manipuler cet arbre de manière programmatique. Je m'explique. Imaginons que vous ayez un code où vous avez une fonction, bah tiens, prenons usernames, en supposant que ce soit une fonction. Donc là j'ai un code hyper bateau, et à droite vous voyez qu'il y a un arbre qui s'est construit. On a un nœud qui s'appelle, je vais grossir un peu, on a un nœud qui s'appelle sourceFile, dedans on a un autre nœud qui s'appelle functionDeclaration, dedans on a un identifier et on a un bloc, et après il y a endOfFileToken. Et quand vous passez votre souris sur un élément, il vous dit à quel élément à droite ça correspond. Donc on voit que username c'est un identifier, et on voit que function, enfin le bloc qui contient function, c'est une function declaration. Donc en fait on a une version, en fait on peut se balader dans le code source sans avoir à parser le texte du code source. On a directement un graphe qui représente de quoi est constitué ce code source. Donc là j'ai défini une fonction, dedans on peut s'amuser à faire un appel, on peut faire un console log coucou, et on voit qu'on se retrouve avec une call expression et ainsi de suite. Mais le plus intéressant, ça va être de voir qu'est-ce qui se passe quand j'appelle ma fonction. Et bien quand j'appelle ma fonction, avec un S, je vois qu'ici on a un expression statement, un call expression et un identifier. Et si je clique sur le premier identifier, je vois qu'il y a marqué usernames en bas, et le premier, je vois aussi usernames en haut. Donc là on a un identifier qui appartient à un function declaration, et on a un identifier qui appartient à un call expression. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut créer des liens entre fonction créée, fonction appelée. Donc dès lors qu'on a ça, on va pouvoir écrire un programme en fait qui s'appuie sur ce graphe pour recréer les liens de manière récursive entre les définitions de fonctions et les appels de fonctions. Donc voilà pour le principe de l'AST. Alors maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est qu'un AST, en pratique, comment on va s'y prendre? Prenons un algo 5 pour commencer, on va juste s'intéresser aux références directes. Donc ce que ferait l'IDE si vous aviez mis deprecated devant. En fait d'abord il faut trouver la définition qu'on veut déprécier. Donc nous en l'occurrence c'est usernames, il faut la trouver dans la codebase. Et une fois qu'on l'a, on va dire bah, trouve-moi les références directes à cette fonction. Une fois que vous avez ça, il va falloir faire de la récursion. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez trouver une référence à usernames, vous allez dire bah, maintenant trouve-moi la fonction dans laquelle usernames a été mentionné. Et une fois que tu as cette fonction, trouve-moi les références à cette fonction. Donc en fait, on va répéter le pattern comme ça, non seulement au premier niveau, mais aussi sur les fonctions qui contiennent les références de l'étape d'avant. Et on boucle comme ça. Donc l'algorithme, il est relativement simple dit comme ça, il n'est pas beaucoup plus compliqué en code. Là, ce que je vous montre, c'est un AST qui fonctionne en TypeScript. Alors, encore une fois, j'insiste, hein, il y en a dans tous les langages. Moi, je ne me suis pas intéressé parce que je focus beaucoup sur TypeScript. Mais grosso modo, vous voyez, c'est pas sorcier. Hein. On a une partie, la partie du haut, c'est celle où on va récupérer le fichier où est définie la fonction à déprécier. Ensuite, dans le 2, on va chercher les références à cette fonction. Dans le 3, on itère. Alors, je ne l'ai pas fait avec une version récursive là pour l'instant, parce que je voulais simplifier. Mais évidemment, vous pouvez tout de suite faire une fonction récursive. Mais la partie importante du 3, c'est chercher la fonction parente. Donc, c'est chercher le bloc, la déclaration de fonction dans laquelle usernames a été mentionné. Et une fois que vous avez cette fonction, rebelote, on met cette fonction dans la pile des fonctions à explorer et on refait tourner l'algo dessus.
vous voyez, dans le concept, c'est assez simple en fait pour construire cet arbre. Il suffit de savoir gérer la récursion et de se méfier aussi des appels récursifs du code que vous parsez, parce que sinon il va tourner à l'infini. Là, je ne l'ai pas traité, mais dans le vrai code, c'est traité. Donc là, en exécutant ce code, vous vous retrouvez avec, comme on l'a vu tout à l'heure dans la console, une liste de références. Et si on reprend l'exemple de la nouvelle feature qui a été codée par mon collègue, on peut retracer en fait l'arbre qui a amené de la nouvelle feature vers la fonction qu'on voulait déprécier, donc usernames. On peut retrouver le chemin qui l'amène vers la fonction dépréciée. Et donc, on peut reconstruire ce fameux arbre. On va survoler maintenant à quoi ressemble cette fameuse fonction. Alors, volontairement, on ne va pas aller dans le détail, hein. Je veux juste vous montrer qu'elle n'est pas vraiment impressionnante, ce script. J'aimerais bien virer le terminal, voilà. C'est pas hyper impressionnant. Il y a 140 lignes de code, hein. Sachant qu'elle implémente deux fonctions. Il y en a une qu'on va voir un peu plus tard. Pour l'instant, vous voyez, il y a pas mal de lignes qui servent juste pour faire le rendu en fait, dans la console. Vous voyez qu'il y a des trucs qui sont pas finis hein, dans ces scripts, mais ça suffit pour faire ce qu'on voulait faire. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Vous aurez accès à ce code. À la fin, je vous montrerai un lien si vous voulez récupérer le script. Vous pouvez évidemment en faire usage dans vos projets, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une autre question qui va commencer. Maintenant, on est rassuré, on sait que nos développeurs ils vont pouvoir coder et avoir un feedback rapide si jamais ils rajoutent de la dépendance sur notre cache. Donc ça, c'est bien. Par contre, ça ne résout pas notre problème de comment on s'y prend pour décommissionner. Et là, on arrive donc dans la fameuse partie que je ne vous ai pas encore évoquée sur ce script, qui s'appelle toprefs. Et je vais vous montrer comment ça marche. Là, pour l'instant, on n'a exécuté qu'une seule commande, on a exécuté checkrefs, donc le seul but, c'est de compter les références. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le chemin qui est le plus profond. En fait, quel est l'appel à usernames où il y a le plus de dépendance dans l'arbre. Donc au lieu de faire checkrefs, on va faire toprefs, qui grosso modo appelle le même script, mais avec un paramètre différent. Hein, c'est pas... Bon, on va prendre que les principales, pour commencer. Et là, on voit que usernames, il est référencé par fetchUserNotifs dans un fichier qui s'appelle notif.js à la ligne 255 et que dans cet arbre-là, il y a 202 références indirectes. C'est-à-dire qu'en fait, celui-là, potentiellement, il est dangereux. si on commence par celui-là, on risque, il y a de fortes chances qu'on pète quelque chose. Donc, le conseil que j'aurais tendance à donner, c'est commencez jamais par celui où il y a le plus de références. À l'inverse, prenez celui où il y en a le moins. Donc on va plutôt prendre la fin du classement. On va chercher les parties de l'arbre où il y a le moins de références. Et là, on tombe sur des appels où typiquement, il n'y a aucune profondeur. Celui-ci, par exemple, on a une fonction qui s'appelle repost, qui est définie ici. Attendez, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Je vais recliquer ça. Et on voit que dans le repost, effectivement, username c'est directement invoqué. Et repost, alors là c'est bizarre qu'il ne soit pas mentionné. C'est là qu'on se rend compte qu'en JavaScript et en TypeScript, il y a tellement de manières différentes de déclarer des fonctions et d'appeler des fonctions. Certaines ont pu échapper à la vigilance de l'algorithme, ce qui est probablement le cas ici. Donc clairement, le script est perfectible. Par contre, si on continue à monter dans ceux où il y a un arbre assez court, là on est directement dans un contrôleur, donc un contrôleur d'API, hein, c'est une API REST, avec une fonction qui s'appelle follow. Et pour que vous compreniez mieux le contexte, cet applicatif c'est un réseau social. Donc follow, c'est comme un follow sur Twitter ou sur Insta ou autre. C'est qu'en gros, il y a une personne qui va suivre une autre personne. Voilà, cette fonction elle sert juste à ça, et elle va juste aller dans la base pour dire je veux créer ce lien de souscription d'une personne vers l'autre. Et vous voyez que dans cette fonction, username elle est employée 2 fois. Avec beaucoup de choses qui sont très très complexes, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, c'est très sale. C'est du code qui a beaucoup de vécu, on va dire. Et voilà. J'aurais tendance à dire, celle-là, la fonction, elle n'est pas trop fat. L'arbre d'appel, il est minimal. Donc là, c'est un bon point d'attaque pour se faire la main sur le décommissionnement et pour ensuite remonter le classement des références. Bon, ça, je vous l'ai dit oralement à l'avant, c'est du code qui, il y a 10 ans, qui était fait en startup, ou en grande partie quand j'étais encore tout seul dans la startup, et j'apprenais à faire du Node à cette époque-là. Donc,
Ne vous étonnez pas si vous voyez des callbacks où il n'y a pas d'erreur passée en premier paramètre, s'il y a des console log error et des choses comme ça. Ne vous inspirez pas de ce code, s'il vous plaît. Ce qu'il faut retenir, c'est plus la méthode pour comment on fait pour décommissionner la fonction. C'est ça qui va nous intéresser. Alors allons-y justement dans ce décommissionnement. Maintenant qu'on a trouvé un fichier qui est un bon candidat pour avancer sur cette question-là, comment on s'y prend en pratique? Ici, notre objectif, pour rappel, c'est d'enlever la référence à usernames. On ne veut plus utiliser ce cache, donc il va falloir récupérer l'information à la source. Avec ma connaissance du projet, parce que là je vous évite toute l'étape d'archéologie du code que vous seriez sûrement obligé de faire, ce que je peux vous dire, c'est que les usernames, on peut les retrouver. Il suffit de faire une requête dans la base de données, de donner un user ID, et ça nous retournera un objet user en retour dans lequel on peut récupérer le name. Donc c'est pas non plus la mer à boire. Et je sais qu'il existe une fonction qui fait ça, qui s'appelle fetchById. Et que cette fonction, elle est définie dans un user model. Alors allons la voir pour vérifier que je dis pas n'importe quoi. Est-ce que je suis bien? Ah, c'est peut-être UID, vous avez raison. Effectivement. Donc là, c'est fetchByUID. On lui passe un user ID, hein, donc c'est ça que ça veut dire UID. On lui passe un user ID et magnifique console error sans traitement d'erreur, par exemple. Magnifique, ne vous inspirez pas de ça. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas où il trouve vraiment un user dans la base, il nous le retourne. Donc il nous le passe via un callback. Donc de la synchrone à l'ancienne de notre JS. Donc en fait, nous, on sait qu'il va falloir qu'on appelle cette fonction-là. Donc je vais corriger le nom tout de suite avant de l'oublier. Voilà. On sait qu'il va falloir appeler ça. On sait qu'a priori, il va falloir l'appeler 2 fois. Pour cet ID-là et pour cet ID-là. Et on sait qu'il va falloir exécuter l'opération follow après avoir récupéré les usernames. Donc là, la partie qui va être pénible, c'est qu'on n'est pas dans du JavaScript moderne. Là, il n'y a pas async await et compagnie. Hein. On est dans du JavaScript à l'ancienne avec des callbacks. Donc il va falloir jouer avec des promesses, etc. Désolé si vous ne maîtrisez pas le langage. Je vais essayer de le rendre clair oralement, à minima. En tout cas, pour aller vers ce chemin, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de sortir ça. J'aimerais bien qu'ici, plutôt que d'avoir cette expression que je ne comprends pas, je vais essayer de la rendre intelligible. Ici, ce qu'on veut récupérer, c'est le nom de la personne qui follow. Donc je vais extraire ça. Je vais faire refactor, extraire dans la portée englobante, et je vais lui dire, c'est the follower user. Pareil pour celui-là. Apparemment, toute cette expression un petit peu bizarre, elle représente la personne qui est suivie. Donc on va l'extraire. Et on va dire, bah, ça c'est le followed user. Donc on y va vraiment progressivement. On voit que déjà ça commence à être un peu moins moche maintenant dans le code legacy ici. Parce qu'on a des variables. Hein. Alors le but c'est quand même de supprimer ça. Hein. Mais on n'y est pas encore. Pour pouvoir supprimer ça, on voit qu'ici, entre crochets, ce qu'il faut passer c'est le vrai user ID hein, qui va permettre de trouver le username. Donc on va faire le même principe, on va extraire ça tel quel, on ne cherche pas à comprendre pourquoi il y a une addition avec une chaîne de caractères, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va juste dire, a priori ça, c'est le follower user ID. Ok. Et a priori ça, donc même principe, c'est le followed user ID. Donc maintenant on a des constantes un peu partout, on a nos deux appels qu'on sait qu'on veut supprimer. Donc le but du jeu, ça va être de dire, bah maintenant, follower user ID, je veux qu'il aille chercher dans la base, directement. Donc comment on va faire ça? Je les mets en commentaire pour qu'on les garde pour référence, mais on va écrire du nouveau code maintenant. On sait qu'il va falloir faire appel à cette fonction. On sait qu'il va falloir l'appeler 2 fois. Il va falloir l'appeler une fois pour le follower user ID, et une deuxième fois pour le followed user ID. On sait que cette fonction, elle prend une fonction de callback. C'est là que c'est ça qui va nous donner la réponse. Donc ça va nous retourner en fait le follower user. J'ai raté mon copier-coller, voilà. Et ça me donne le followed user. Donc maintenant, comment on fait pour recréer une suite d'instructions dans notre programme qui est à l'ancienne? Eh ben, on va utiliser des promesses. On va dire on va lui dire. D'abord, on va exécuter les deux opérations en même temps. Donc on va utiliser un truc qui s'appelle promise all, qui sert à lancer 2 opérations en parallèle. Et on va dire, bah, dans le premier appel, tu vas me faire ça.
Et dans le deuxième appel, tu vas faire ça. Et surtout, vu que ces fonctions, ça ne retourne pas des promesses, il va falloir créer des promesses ici. Donc new promise, ça marche comme ça en JavaScript. On lui file une fonction qui sert à être appelée quand on a la réponse. Et ça tombe bien. Ici, on a notre réponse qui est le followed user. Et on va dire, bah, tu vas résoudre l'appel asynchrone avec ce qui t'a été retourné depuis la base de données. Ici, pareil, on va resolve notre followed user. Et on crée notre promesse ici avec sa propre fonction resolve. Je n'oublie pas ma parenthèse ici et ici, je crois. Ok. Là, il ne trouve pas le user model, mais on va l'inclure pour lui. Donc, on va s'inspirer des autres. User model. User model. Normalement, il devrait retrouver ses petits. Je suis allé un peu trop loin, là. Follow. C'était ligne 44. Voilà. Donc, maintenant, on a nos deux appels asynchrones. Un qui va récupérer le user qui suit, et l'autre qui va récupérer le user qu'on veut suivre. Chaque appel a été transformé en promesse, de manière à ce qu'on puisse attendre une séquence d'opérations sans faire un callback L, comme on dit en JavaScript, hein, sans avoir des fonctions dans des fonctions dans des fonctions. Donc maintenant qu'on a une attente de ces deux opérations parallèles, eh ben on peut faire .zen. Et là, dans ce zen, on va pouvoir écrire les opérations avec, comme premier résultat, le follower ID qui a été retourné par le premier appel, et comme deuxième résultat, le followed user qui a été retourné par le deuxième appel. Et à ce moment-là, on peut prendre l'appel qui suivait, là, l'appel à follow, et on peut le passer dans le zen. Je regarde juste, j'ai peut-être oublié une paire de parenthèses ici. Voilà, ça va mieux. Donc là, attends, je vais enlever le terminal. Donc pour récapituler, avant, le follower et le followed, on allait chercher directement dans notre cache. Mais ça n'est plus. Donc on a enlevé une référence sur username. On a même enlevé 2 références pour être précis. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va les chercher dans la base, systématiquement. On récupère notre follower, on récupère notre followed, et dès qu'on les a récupérés, on appelle notre fonction follow comme avant, et on vient injecter les résultats ici. Ici et ici. Donc on a enlevé 2 références, et normalement, quand je dis normalement, c'est qu'il faudrait le tester avec vos tests automatisés ou tester en manuel, ce qu'on va pas faire aujourd'hui, mais faites-moi confiance, ça marche. L'important, ce que vous devez retenir, c'est voilà, au cas par cas, il va falloir décider, est-ce qu'il faut que j'appelle cette fonction-là, une autre, est-ce que j'ai vraiment besoin du username dans ce cas-là. Peut-être qu'il y a des cas où il n'y aura pas besoin de faire la requête. Peut-être qu'il y a des cas où vous pourrez faire des requêtes un peu plus optimisées. Peut-être qu'il y a des cas où vous serez obligé de faire des requêtes hyper complexes. Vous pourrez vous adapter au cas par cas, c'est tout l'intérêt de faire un décommissionnement progressif. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a fait une étape où on a enlevé 2 références en un seul coup. Et là, normalement, on peut committer, lancer notre CI, et même le lancer en production dans la foulée, pour être sûr qu'on n'a vraiment pas régressé sur le fonctionnement de l'application. Donc, où on en est? On a une fonction qui nous a permis de compter les références vers le cache qu'on souhaitait décommissionner. On a un moyen, il nous sert à vérifier que les développeurs n'ajoutent pas de la dépendance sur cette fonction. On a une cartographie des dépendances. Et cette cartographie, elle nous a notamment aidé à savoir par où on allait commencer pour décommissionner. Notamment, si vous n'avez pas l'habitude de faire du décommissionnement, commencez toujours par un truc petit, qui ne fait pas trop peur. Alors, perspective, il y a plein de choses qu'on pourrait faire sur cette base. Hein. Là, vous l'avez vu, le script qui fait l'arbre, il est relativement simple. On l'a mentionné rapidement tout à l'heure. Il y a certains cas qui ont échappé à la vigilance de l'algorithme. Il faut savoir que le langage JavaScript, il est assez complexe à naviguer via AST, puisque c'est un langage avec typage dynamique, et qu'il y a 10 000 façons de déclarer une fonction et d'attacher une fonction à une variable, etc. Donc là, aujourd'hui, l'implémentation, elle est assez naïve. Si on voulait faire un truc plus robuste, il faudrait vraiment gérer tous les cas de création et d'appel de fonctions. Ceci dit, maintenant qu'on a un script comme ça, on pourrait imaginer de créer une extension de linter. Par exemple, on pourrait dire, de la même façon qu'on avait une notification dans l'IDE qui nous disait « Attention, tu appelles une fonction qui est dépréciée », on pourrait imaginer le même type de notification qui nous prévient quand on appelle une fonction qui elle-même appelle une fonction dépréciée. Donc on pourrait appliquer le deprecated de manière récursive via le linter. Donc ça, c'est une possibilité. Une fois qu'on a fait ce travail-là, je ne pense pas que ce soit très difficile d'en faire une règle de linter. Enfin, ça c'est une idée que j'ai eue après avoir fait le talk. Imaginons que vous avez un gros monolithe et vous voulez le découper en microservices. En fait, vous pourriez utiliser une méthode assez similaire.
pour dire construis-moi l'arbre de qu'est-ce qui se passe quand j'appelle cette route de mon API. Imaginons que vous vouliez extraire que cette route et en faire un service dédié. Vous pourriez utiliser l'AST pour construire cet arbre et donc trouver la partie de la code base que vous avez besoin d'extraire pour en faire un microservice. Donc ça, je ne l'ai jamais testé, mais je pense que l'AST sera un bon outil pour faire ce genre d'extraction avec un peu d'assurance de savoir qu'il y a quelque chose d'automatique qui a fait l'analyse et pas seulement un humain, quoi. Pour aller vers la fin de ce talk, je vais vous faire un rapide retour d'expérience, parce que comme je vous le disais en début de talk, c'est un travail qu'on a effectivement fait en clientèle. C'était aussi un cache interne. Alors c'était pas un cache qui s'appelait usernames, mais c'était un cache qui était encore plus compliqué que celui-là, puisqu'il s'agissait d'une application e-commerce. Et pour des raisons d'optimisation, ils avaient créé un cache applicatif dans une application Node.js aussi, qui stockait tout le catalogue de produits en mémoire. Donc au moment où je vous laisse imaginer le problème quand on commence à scaler, on veut créer plusieurs instances du même serveur. Comment vous faites en sorte que vos caches soient toujours à jour? Là déjà c'est pas évident à faire. Deuxième niveau de complexité, les données qui étaient stockées dans ce cache étaient traitées. C'est-à-dire que si vous faisiez une recherche de la même référence de produit dans la base de données, il n'y avait pas les mêmes résultats que ce que retournait le cache. Donc là, décommissionner un truc comme ça, c'est pas évident. Parce que vous vous dites, il y a eu des traitements qui ont eu lieu. Dans certains cas, ces traitements, ils ont pas d'importance. Mais dans certains endroits, dans certaines références, ils ont leur importance. Donc il va falloir sortir cette logique métier, la mettre quelque part ailleurs, et enlever ce cache pour pas que des gens soient tentés de rajouter encore plus de logique métier dans ce cache pendant qu'on le décommissionne. D'où l'intérêt, le fait que je leur ai proposé de dire, déjà construisons une cartographie et assurons-nous que la dépendance vers ce cache n'augmente pas pendant qu'on le décommissionne. En termes d'adoption, ça a été assez, en tout cas pour la script de détection, ça a été assez simple pour l'équipe puisque c'était intégré en CI, en intégration continue. Donc les développeurs étaient prévenus quand une nouvelle dépendance était ajoutée. Donc ça c'est plutôt bien passé. Alors, des fois, ça soulevait des questions. On se retrouvait en stand-up, il disait bon, t'es gentil, tu me dis que t'ajoutes une dépendance, mais comment je fais? Est-ce que je duplique tout l'ancien code? Mais dans ce cas-là, ça revient au même. Mais au moins, ça lançait la discussion. Ça se disait, ok, dans la future version du système, on voudrait plutôt s'y prendre comme ça. On voudrait plutôt que le traitement il soit externalisé, qu'on l'appelle explicitement dans la partie domaine de la code base, etc. On pouvait au moins avoir ces discussions d'architecture qui, auparavant, n'auraient pas eu lieu. Et le développeur, il aurait juste voulu shipper son ticket et il aurait fait du mieux qu'il pouvait, quitte à mettre en péril le décommissionnement. Sur le processus de décommissionnement, alors vous pourriez croire qu'on a suivi le raisonnement que je vous ai proposé jusqu'à la fin. La réalité n'est pas aussi simple. Au début, on l'a fait méthodiquement, comme je vous l'ai montré là, étape par étape, en commençant par les plus simples. Et au bout d'un moment, il y a le CTO de la boîte, qui était un des auteurs de la codebase, et le lead dev historique de la boîte, qui se sont dit « Ah, là on arrive à un stade où il reste plus grand chose comme référence, et là on se sent de le faire en mode cowboy sur la fin. » Je leur ai dit « Vous êtes sûr et tout, on risque de péter la prod, est-ce que vous êtes sûr de vous ?» Et ils ont fait, il y en a un, il s'est motivé, bon il a décidé de faire ça sur son week-end, il fait ce qu'il veut, je l'aurais pas fait, mais voilà. Et en un week-end, il a traité le reste en mode un peu YOLO, quoi. Après, il connaît mieux son cache que moi, donc moi je lui faisais confiance. Et ils l'ont shippé en prod. Je crois qu'il y a eu un mini raté. Ils ont fait un correctif dans la foulée, et c'était fait. C'est-à-dire qu'ils avaient enfin décommissionné leur cache, qui les angoissait depuis un an, je crois, un truc comme ça. Donc on est arrivé au bout du processus. Les avantages que ça a apporté de faire ça, au cas où vous auriez des caches internes dans votre application Node.js ou autre, le temps de démarrage réduit. Parce que ce cache, mine de rien, il faut le peupler quand vous lancez votre application. C'est-à-dire qu'il faut charger tout le catalogue produit, le mettre en RAM, exécuter les traitements qu'ils avaient rajoutés par-dessus. Et leur service, à l'origine, quand on les lançait sur Cloud Run à l'époque, qui est un espace cloud pour lancer vos services, quoi. Il mettait, je crois, une vingtaine ou trentaine de secondes à se lancer. Ce qui est énorme, parce que à ce moment-là, Cloud Run, il n'est pas sûr que le service y tourne. Quand il voit qu'au bout de 10 secondes, ça répond toujours pas sur l'API, il se dit, il est peut-être mort dans le process de lancement. Donc on a dû décaler les timeouts, les tolérances de Google pour dire t'inquiète, il a juste besoin d'un peu de temps. Mais bon, c'était pas idéal. Donc en faisant cette manipulation-là, comme il n'y a plus de catalogue à récupérer à l'ouverture de l'application, on l'a descendu à, je crois, en dessous de 10 secondes de lancement de serveur. Donc là, pour scaler, c'est la fête. Dès que vous commencez à avoir des users, l'instance, elle est montée en moins de 10 secondes. Vous pouvez répondre, c'est très très confortable.
Ça a permis aussi à l'équipe de reprendre contrôle sur leur codebase, parce que cette partie, mine de rien, même les personnes qui l'ont écrite, ils en avaient peur, et qu'ils voulaient plus y toucher, parce qu'ils disaient c'est trop fragile, en plus c'était pas testé, il n'y avait pas de test automatique dessus. Donc elle faisait peur à tout le monde. Donc quand on l'a viré, il y a vraiment eu un sentiment de sérénité dans l'équipe, à la fois les anciens et à la fois les nouveaux développeurs, parce que du coup ils se disaient ok, il y a moins de zones de danger dans la codebase, on va pouvoir y aller quoi. Et il y a une autre chose qui était importante, c'est que les gens n'osaient plus toucher le modèle de données en base de données, parce qu'ils se disaient ça risque de péter le cache interne. Donc en fait on était vraiment dans l'immobilisme. En fait personne n'osait plus rien toucher. Donc une fois qu'on a fait sauter ça, on dit bah maintenant allez-y, hein, si vous voulez renommer un champ, renommer une colonne en base, vous pouvez, parce qu'on sait qu'il n'y a plus de magie dans la codebase. Et ce que ça a amené derrière, c'est qu'on a pu continuer le découplage et la modernisation de la codebase en passant en domain-driven design, parce que on n'aurait pas pu le faire, je pense, si on avait laissé ce cache-là, parce qu'il y avait de la logique métier dans le cache. Or, un cache est censé être plus de l'infrastructure, si on est dans le domaine du domain-driven design. Et donc, on est passé en clean archi. À ce moment-là, moi, mes missions étaient terminées, donc je les ai laissés, ils avaient l'air en confiance, donc j'ai dit c'était cool, à la prochaine. Ce que je sais, c'est qu'après ça, ils se sont lancés dans un découpage de monolithes, parce qu'ils avaient 4 API dans la même codebase, mais c'était pas vraiment un monorepo, c'est-à-dire que c'était 4 API qui utilisaient les mêmes fichiers sources, la même base de données, etc. Et dans l'état actuel des choses, c'était impossible de découper le monolithe. Là, maintenant qu'ils ont fait ça, ils ont pu commencer ce chantier de découpage. Donc voilà, on est toujours dans cette question de retrouver de la maîtrise, retrouver du contrôle sur la codebase. En conclusion de ce talk, si jamais vous avez une partie de code que vous voulez supprimer de votre codebase, en particulier dans une codebase legacy, je vous invite vraiment à vous poser et à réfléchir à la stratégie. Comment vous vous y prenez? Est-ce que ma fonction elle est remplaçable par quelque chose? Et dans ce cas-là, super, je ne change pas les appelants. Ça c'est le cas royal, mais c'est rarement comme ça. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Est-ce que est-ce que ça vaut le coup de défactoriser, ou est-ce que vous allez devoir faire ce qu'on appelle un étranglement progressif, comme on l'a fait là? Dans ce dernier cas, si vous faites du progressif, je vous invite à utiliser l'AST pour vous aider à cartographier. En vrai, où est-ce qu'il est utilisé ma fonction dépréciée et par où je commence pour décommissionner. Et garantir que les développeurs évitent, sans faire exprès, d'ajouter de la dépendance sur une fonction que vous voulez supprimer. Chose qu'on n'a pas vraiment mentionné ou très peu dans ce talk, mais qui est hyper important, assurez-vous avant de vous lancer dans un projet comme celui-là d'avoir une bonne couverture de tests automatisée. Parce que si vous ne les faites pas, c'est soit des gens qui vont devoir tester à la main, soit c'est vos utilisateurs qui vont découvrir les bugs en production, et ça fait plaisir à personne. Hein. Voire même ça coûte très cher à la boîte. Et pour avoir du feedback, parce que même si vous avez des tests automatisés, vous n'êtes jamais à l'abri que quelque chose pète en prod, assurez-vous de déployer fréquemment ce que vous faites. Là, on a fait une étape, même si elle était ridicule, j'ai envie de dire, déployez-la en prod. Et surveillez votre reporting pour être sûr que vous n'avez rien pété. Parce qu'il vaut mieux rollback un tout petit changement comme ça, que faire un gros truc en mode cowboy avec 5000 lignes de diff, voilà, où vous dites, bon bah j'annule tout et je refais tout. Là, potentiellement, ça va faire mal. Donc voilà, trouvez toujours un moyen pour avoir un feedback très rapide sur vos itérations. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. On a quoi? On a une dizaine de minutes pour les questions? Cool. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Je ne jugerai pas. Ouais. Là, tu nous as montré une démo pour virer un cas simple sur lequel il n'y avait qu'une seule référence. Pour le cas où il y avait 200 références indirectes, est-ce que ça a été une succession de cas simples ou est-ce que tu as dû mettre en place des pratiques particulières? Alors la question c'était, est-ce que là tu parles en clientèle en particulier, quand je l'ai fait en clientèle ou dans cette codebase là? Là, sur cette codebase-là, quand tu nous as fait la démo. Ok, donc la question c'est, en gros, est-ce que ça se passe pareil sur quand on veut décommissionner un plus gros sous-arbre que celui qu'on a traité là? Alors dans cette codebase là, en toute honnêteté, je me suis arrêté là. Parce que j'ai déjà passé suffisamment de temps déjà à recréer le script, parce que je l'avais développé sur mon temps de travail en clientèle, donc je l'ai réécrit from scratch. Et il fallait trouver un bon use case dans cette codebase, ce qui a pris du temps aussi. Néanmoins, dans la plupart des cas, en tout cas pour ce cas-là, ce serait relativement simple en réalité, puisque ce cache, il n'y avait pas de traitement interne, contrairement à ce que j'avais vu en clientèle.
En gros, c'était directement ce qui venait de la base de données qui était stocké dans un cache. Hein. Donc, dans la plupart des cas, tu pourrais juste faire des fetch comme on a fait là, et ton arbre d'appel, il se passerait très très bien. Donc je pense pas que ce serait beaucoup plus compliqué. Là où il peut y avoir des optimisations intéressantes, c'est que par exemple, il y a des cas où on va vouloir tout l'objet user, avec toutes ses propriétés, et il y a des cas comme ici, où on avait besoin que du name. Donc en fait, on pourrait optimiser là. On pourrait dire, bah tiens, je vais créer une fonction qui ne récupère que le name en base de données. Et là, on pourrait potentiellement, selon le cas, optimiser. Là où ce serait plus compliqué quand tu as des sous-arbres qui sont plus profonds, c'est qu'il faut être sûr que si jamais tu décides de récupérer que le name, il faut être sûr que dans tout l'arbre d'appel, il n'y a pas quelqu'un qui va utiliser autre chose que le name. Donc c'est là que ça va demander plus de travail. C'est être sûr que si jamais tu fais une optimisation, cette optimisation ne casse pas ce qui se passe plus bas dans l'arbre. Donc c'est là-dessus que j'appellerai à la vigilance. Par contre, si tu n'optimises pas, a priori, le fait que l'arbre soit profond, ça rend pas plus difficile le travail de décommissionnement d'une étape. Par contre, potentiellement, il y a plus de surface qui risque d'être mise en échec, ou ça peut avoir des gros aspects en perte de performance. Par exemple, j'avais vu un bout que je vous ai pas montré, mais il y avait un endroit où, je crois que c'est quand on affiche le flux de l'utilisateur, vu que c'est un réseau social, pour chacun des posts qui étaient affichés dans le flux, ça allait récupérer l'username via le cache. Si tu fais des pages où on affiche 100 posts, bah potentiellement ça veut dire qu'on va faire 100 requêtes en base de données d'affilée. Là potentiellement tu vas réduire la perf de ton application fortement, si tu appliques bêtement cette méthode là. Donc peut-être qu'on aura intérêt à créer une requête qui ira chercher en une seule fois les usernames de ID1, ID2, ID3, etc. Donc c'est ça que je veux dire par cas en fait. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, merci. Alors est-ce que tu as déjà eu un problème d'ego d'une personne qui avait créé une codebase et qui refusait de voir disparaître sa fonction favorite qui était justement le gros problème? Alors, la question c'est, est-ce que j'ai été confronté à des problèmes d'ego de gens qui veulent pas qu'on supprime leur fonction? Alors oui, pas chez ce client. Chez ce client c'était incroyable, tout le monde était hyper humble, hyper dans l'amélioration, etc. Donc ça c'était une chance. Par contre, oui, dans d'autres équipes ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé de vouloir supprimer une fonctionnalité qui était très complexe, pas utilisée, et la personne ne voulait pas l'enlever pour des raisons idéologiques, qui se tenaient d'ailleurs, hein, et c'est compliqué. Et ça, le seul moyen, le moyen que j'ai employé et qui s'est avéré être efficace, mais il a fallu que je me forme pour ça, c'est de la négociation, de la communication, de l'empathie, amener des faits qui prouvent que ce serait la bonne solution que d'aller dans cette direction-là. C'est pas mon opinion contre la tienne, c'est donc essayer de trouver un compromis et rassurer l'autre personne que son idée elle est bien, mais que peut-être que ce serait une feature séparée qui pourrait arriver plus tard ou machin. Ce qui n'est pas évident à faire, parce que le but c'est pas de prendre l'autre pour un con, mais de trouver, disons, un chemin vertueux pour le projet qui ne blesse pas trop ou qui ne démotive pas trop toutes les parties prenantes. Donc là, ça sera plus un problème en fait de communication qu'un problème technique dans ce cas-là. Merci. Il nous reste un peu de temps. Ouais, je t'écoute. Comment tu motives les gens à participer à des décommissionnements s'ils ont peur de toucher à la base de code en question? Alors, comment on fait pour motiver des gens à participer au décommissionnement s'ils ont peur? Alors là, en l'occurrence, chez ce client-là, ils n'avaient pas trop peur, parce que je crois qu'à part un nouveau développeur qui était rentré entre-temps, bah... Si, le CTO avait peur parce qu'il n'avait pas bossé sur ce cache. C'était le lead dev qui l'avait fait, je crois. Mais il n'était pas trop du genre peureux, donc ça allait. Ceci dit, comment je ferais s'ils avaient peur? J'aurais tendance à penser que 1. Le fait de savoir qu'il y a une méthode. 2. Le fait de savoir qu'il y a un arbre. En gros, qu'il y a un périmètre. Et qu'il y a des garde-fous. Donc là, en l'occurrence, l'intégration continue qui nous prévient si jamais on a régressé. Je pense que ça les rassurerait. Par contre, ce qui serait hyper important, je l'ai mentionné tout à l'heure, si jamais un développeur qui fait une fonctionnalité se retrouve rattrapé par la CI, parce qu'on lui dit « Ah, ta fonctionnalité, elle utilise du code déprécié », il faut que la personne se sente comment on appelle ça, en sécurité psychologique suffisante pour ramener le sujet auprès de l'équipe, lors d'un stand-up ou lors d'une autre occasion. Et de dire « Ah, j'ai vu ce warning-là, je sais pas trop comment le tacler, comment on s'y prend ».
Et pour ça j'ai envie de dire, c'est un peu la base pour travailler efficacement, que ce soit pour un décommissionnement ou autre chose. Normalement, le premier step, ce serait que tout le monde se sente en sécurité psychologique. Donc je suis désolé si je ne peux pas plus répondre que ça à ta question, j'ai pas été directement confronté, en tout cas sur ce type de décommissionnement-là. Mais je dirais que la clé, c'est la sécurité psychologique et le fait qu'on a une méthode. Normalement, ça devrait rassurer. Oui. Tu as mis beaucoup en avant le fait que potentiellement, pour avoir des devs qui développent une nouvelle feature, du coup, vont à l'encontre du refactoring qui est en train d'être fait. Est-ce que ce type de problème, ça vient peut-être un peu sur la loi de refactoring, ça ne demande pas à ce que justement l'équipe soit unique sur son code base et ne soit pas dispatchée et puisse travailler vraiment, même dans des refactorings comme ça, en équipe coupage, quoi. On n'est pas une code base qui soit partagée entre deux équipes qui doivent se synchroniser et qui peut Ça va être pas évident en résumé comme question, mais en gros tu disais, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle avec la loi de Conway? Ouais. Alors là, parce que tu mentionnais à un moment donné que si, en gros, on a plusieurs code bases. Ah ok. Ah oui, ok. Alors là, si tu as deux équipes sur la même code base, effectivement, ça risque un poil plus compliqué parce que typiquement, ce qui risque de se passer, c'est que les deux équipes, elles n'ont pas les mêmes daily meetings, etc. Elles n'ont pas forcément la même compréhension de qu'est-ce qui se passe en termes de projet sur la code base, etc. Donc là, oui, tu prends un petit risque. Et tu prends un risque que les gens fassent des raccourcis sans consulter le reste de l'équipe et qu'ils fassent des choses complètement contre-productives, quoi, de la duplication bébête ou recréer des nouveaux systèmes, des nouveaux modèles, des nouveaux machins. Là, effectivement, il y a une zone de danger. Comment résoudre ça? J'imagine que quand tu te lances un décommissionnement sur une codebase qui est utilisée par plus d'une équipe, bah, c'est aussi ton devoir d'informer les autres équipes qu'il y a ce projet qui va être lancé et de t'assurer que ça a été compris, de pourquoi on le fait, de quel va être le périmètre, de comment on s'y prend et de comment l'autre équipe doit se comporter face à ce projet. Typiquement, c'est le moment où tu vas leur dire on a mis un truc en CI pour que vous ayez ce feedback. Et par exemple, l'instruction que tu pourrais leur donner, c'est de dire bah, si vous voyez ce warning, paniquez pas, vous mettez un message là, vous m'appelez et on voit ça ensemble, quoi. Donc j'aurais tendance à dire naïvement, je pense que là, encore une fois, c'est un problème de communication. Il faut probablement surcommuniquer au début pour être très très clair sur le fait qu'il y a un projet qui se lance et savoir aussi rassurer en leur disant certes il y a ce projet, ça va amener peut-être un petit peu de bruit, un petit peu de contrainte, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour filer un coup de main pendant qu'on le fait. Et potentiellement, je pense que si la codebase est reconnue comme étant legacy par les deux équipes, potentiellement les deux équipes seront soulagées de savoir qu'il y a un travail de décommissionnement de code legacy pour le mieux. Donc normalement, ils devraient être alliés de cette cause, je pense. Ça répond à ta question ? Je crois qu'il nous reste encore 2 minutes, c'est ça ? C'est ça l'idée. Bon, je crois qu'on attend peut-être pour une dernière question si vous voulez. Ouais. Si j'ai bien compris, c'était pas évident d'avoir 100% des références de la fonction qu'on allait supprimer via le script. Du coup, au moment où vous avez résolu toutes les références, vous avez tout migré, est-ce qu'il y a une période pendant laquelle vous avez quand même laissé la fonction en mettant par exemple des gros logs d'erreurs à surveiller pendant une période de temps? Ou est-ce que vous avez dit, ok, on a 0 référence, on fait confiance au script à peu près, on supprime tout de suite la fonction et on voit ce qui se passe? Alors la question c'est, ouais, à la fin, comme on n'est pas sûr qu'on avait catché toutes les références, qu'est-ce qui s'est passé quand on est dans cette zone où on pense que tout était décommissionné mais que ça risquait encore d'exploser? Alors si tu parles du cas en clientèle, je sais pas parce que, encore une fois, ils l'ont fait pendant le week-end et moi je bosse pas le week-end donc j'ai pas surveillé ce qu'ils ont fait. Par contre, ce que je leur ai dit, c'est vous voulez y aller en mode cowboy, soit, il reste un risque effectivement ça explose, donc soyez hyper attentifs à ce qui se passe en prod. Parce qu'au moindre signe, il faut être capable de rollback, de revenir à la version précédente très rapidement et d'avoir un maximum de reporting pour savoir où est-ce que ça pétait, donc quelle est la référence qu'on a oubliée, pour pouvoir la corriger dans la foulée et remettre en prod. Alors, à savoir que là, la situation elle est particulièrement risquée avec des langages à typage dynamique comme JavaScript. Parce que par exemple, au JavaScript, tu peux appeler une fonction en disant mode objet, crochet, valeur d'une variable qui va déterminer le nom de la fonction qui va être exécutée, tout ça en runtime. Donc là, statiquement, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui va être exécuté ou pas. Donc oui, il y a toujours un risque que ça pète. Et voilà, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est déployer fréquemment, surveiller de très près dès qu'on fait un déploiement pour être sûr qu'il n'y a rien qu'à péter.
Et évidemment, si tu as une bonne couverture de test, déjà tu te prémunis de pas mal de risques que ça pète en prod, normalement. Mais pour de comment ça s'est passé en réalité, malheureusement, je peux pas te répondre. Mais je leur demanderai à l'occasion. Et je crois qu'on est bon. Bah, merci à toutes et à tous. Voilà.